la Star Academy. Cette émission qui a bercé nos années 2000 et lancé la carrière de nombreux artistes encore bien présents aujourd'hui, un programme fédérateur devenu culte qui plus de 25 ans plus tard continue de rassembler des millions de téléspectateurs chaque samedi soir, avec la promesse de faire naître la prochaine star de la chanson formée sous les yeux du public au sein d'un château et qui repartira à la fin avec un gros chèque et la possibilité d'enregistrer un album au sein d'une grande maison de disques. Mais les éditions des années 2000 étaient beaucoup moins idylliques que celles d'aujourd'hui. Entre narration parfois éloignée de la réalité, orientation de la part de la production et mise en scène façonnée pour la télévision, de nombreux candidats ont payé le prix fort une fois l'émission terminée. Aujourd'hui, on va se replonger dans le parcours de quelques anciens élèves, certains dont vous vous souvenez très bien, d'autres que vous avez peut-être complètement oubliés. Je vais décortiquer leur passage à la Starac, on va parler de ce qu'ils ont fait après l'émission et vous allez voir que ces candidats n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont tous le même point en commun, celui d'avoir subi des injustices et des décisions liées à l'émission qui ont parfois influencé, freiné ou redirigé leur carrière et qui expliquent en partie ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Avant de passer à la suite, je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus suite à une petite annonce que j'ai passée en fin de vidéo et qui a pas mal changé mon quotidien. Ça y est, je commence à vivre de ma passion et forcément, qui dit activité qui évolue, dit aussi questions administratives, comptabilité à tenir et si éventuellement je suis amené à changer de statut au cours de l'année, je vais avoir fortement besoin de l'aide de Legal Place qui sponsorise cette vidéo. Legal Place, c'est une plateforme française qui simplifie toutes les démarches juridiques et administratives liées à la création d'entreprise. T'as juste à t'inscrire et répondre à quelques questions en ligne et Legal Place s'occupe du reste. Gérer les statuts, l'aide au dépôt de capital, l'immatriculation, et ça t'évite des allers-retours avec le greffe. Et ce qui est intéressant, c'est que Legal Place ne t'accompagne pas seulement sur la création d'entreprise, il propose aussi d'autres services très importants, notamment un accompagnement complet avec un comptable dédié. Ils ont aussi un logiciel qui te permet de gérer tes devis, tes factures, et même tes déclarations fiscales automatiquement. Ça fait gagner du temps, de l'énergie, et c'est important de savoir déléguer pour éviter de faire des erreurs. Il y a tellement de choses à savoir, de paperasse à gérer, de démarches à faire, quand on n'y connaît rien, et même quand on s'y connaît un petit peu d'ailleurs, ça peut vite devenir compliqué. Vaut mieux se faire accompagner, et avec Legal Place, vous êtes sûr que tout est carré et vous pouvez vous concentrer en toute tranquillité sur votre activité. C'est aussi pour ça que 13% des créations d'entreprise se font via Legal Place. Si toi aussi tu veux créer ton entreprise, sache que ça te prend à peine 10 minutes avec Legal Place et c'est super cool parce qu'en passant par le lien en description et en commentaire épinglé, tu bénéficies de moins 15% sur tout le site avec le code nostalgique15 à remplir juste ici. Laissez-moi maintenant vous ramener durant la toute première saison de la Star Academy. La première candidate dont on va parler s'appelle Olivia, elle a 20 ans lorsque le public la découvre pour la première fois sur TF1 le samedi 20 octobre 2001, et vous allez voir que les petites supercheries de l'émission dont je vous ai parlé dans l'introduction, Olivia va très vite les repérer, et surtout très mal les supporter. Olivia grandit près de Carcassonne dans une famille d'immigrés espagnols ayant fui le franquisme, et la musique est omniprésente à la maison, et très tôt elle se rêve déjà artiste. Un jour sa mère lui tend un tract qu'elle a trouvé chez McDo, TF1 lance une nouvelle émission présentée comme une école de chant et de danse télévisée, un fame à la française. On lui vend un centre d'apprentissage artistique et Olivia y voit surtout une opportunité de se perfectionner pour pourquoi pas un jour pouvoir vivre de sa musique. Elle passe les auditions, elle est sélectionnée et dès le premier prime elle va trouver qu'il y a un truc qui cloche. Elle comprend rapidement que l'école qu'on lui avait promise n'est pas exactement celle qu'elle imaginait. Évidemment aujourd'hui la Star Academy on sait ce que c'est mais en 2001 on n'en a aucune idée, et TF1 s'est bien gardé de dire aux élèves qu'en réalité la Star Academy est une réponse directe au raz-de-marée d'une émission de télé-réalité qui a cartonné quelques mois plus tôt, le Love Story, diffusé sur la chaîne concurrente M6. Petite mise en contexte, à la fin des années 90 et au début des années 2000, la télé-réalité explose partout dans le monde et en France, TF1 et M6 se jurent de ne jamais céder à ce type de programme, jugé trop voyeuriste et trop télé-poubelle. Un pacte de non-télé-réalité est fait entre les deux chaînes qui va très vite être rompu. TF1 adapte l'émission Survivor sous le nom de Koh-Lanta et M6 par vengeance adapte le concept de télé-réalité Big Brother qui s'appellera Love Story. La guerre est déclarée, TF1 veut contre-attaquer pour concurrencer le Loft sans en avoir l'air. L'idée est de reprendre les codes de la télé-réalité, enfermement, caméra en continu, vote du public, narration autour des candidats, tout en se donnant une image plus noble autour de la musique, du travail et de la formation artistique. Et c'est comme ça qu'est née la Starac. Voilà, c'était juste pour poser un peu de contexte, d'ailleurs j'en profite, mais si jamais il y en a parmi vous qui sont trop curieux et impatients et qui veulent pas savoir tout ça, qui veulent juste savoir ce que sont devenus les élèves, j'ai mis un timecode, voilà, vous pouvez zapper. Bon, et pour les autres qui sont curieux comme moi, j'essaie d'être bref, vous inquiétez pas, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai plus profondément, je vais faire une vidéo sur la Starac, Popstar et Nouvelle Star, pour vous parler un petit peu de tout l'envers du décor de ces émissions. Et pour en revenir à cette saison avec Olivia, officiellement, on parle d'une école, d'un centre d'apprentissage, et officieusement, le programme est pensé dès le départ comme une télé-réalité,
où la personnalité et le physique des candidats comptent autant, voire plus que leur talent. Et d'ailleurs, durant les premiers épisodes et Prime, il y a pratiquement pas de musique. Ça tourne uniquement autour de l'aspect télé-réalité et nomination. Et pour une artiste comme Olivia, venue avant tout pour apprendre et faire de la musique, ce décalage va être très difficile à accepter, et elle se dit bon bah, je me suis fait avoir. Très vite, la production commence à façonner une image d'Olivia qui n'est pas exactement ce qu'elle est réellement. On la présente comme une jeune fille jalouse, possessive. Lors du tout premier Prime, on lui pose des questions volontairement piégeuses, notamment sur sa relation amoureuse. Alors même que son petit ami est présent sur le plateau, on insinue qu'elle pourrait avoir du mal à rester fidèle une fois enfermée dans le château. Et au fur et à mesure des émissions, Olivia n'a plus vraiment envie de rester. Elle envisage sérieusement de partir, mais ses parents présents sur le plateau la convainquent de rester. Son père, conscient de la difficulté de se faire une place dans la musique, lui rappelle que ce genre d'opportunité est extrêmement rare. À l'époque, sans maison de disques, il est pratiquement impossible de financer, produire et promouvoir sa musique, et quand on vient de nulle part, accéder à ce milieu implique parfois de faire des sacrifices. Olivia comprend que c'est peut-être la seule manière pour elle de pouvoir vivre de sa passion, et même si elle a peur de trahir ce qu'elle est vraiment, elle prend sur elle et continue. Mais les 3 mois qui suivent sont particulièrement douloureux, à tel point que la production s'inquiète de son état et la convoque pour rencontrer la psychologue de l'émission. Au confessionnal, Olivia affirme clairement qu'elle n'a pas envie de gagner. Elle a compris que si elle devient la grande gagnante, elle va devoir faire un album totalement formaté, donc elle demande au public de ne pas voter pour elle. Je pense que quelqu'un comme Jenny a plus de chances de gagner parce que moi par exemple j'ai des goûts musicaux très particuliers, très ciblés. C'est quand même le grand public qu'on essaie de toucher et peut-être c'est quelque chose qui est pour moi... Qui correspond selon vous plus à Jennifer, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Finalement, elle n'ira pas jusqu'au bout de l'émission, elle sera éliminée en demi-finale, et même si c'était pas forcément dans ses goûts musicaux, elle nous aura chanté quand même quelques belles pépites dans cette émission. Moi je m'en j'en vois passer les trucs. Après sa sortie, elle gardera une profonde amertume de l'envers du décor de l'émission, notamment en observant ce qui arrive à certains de ses camarades après l'aventure. Un manque cruel d'accompagnement psychologique, un point qui sera souvent dénoncé par d'autres candidats des autres saisons par la suite, certains dont on va parler juste après. Elle sera l'une des premières à dénoncer le fait que les participants sont en quelque sorte utilisés, qu'ils passent brutalement de l'anonymat à une surexposition extrême avant de retomber tout aussi vite dans le silence. Elle refuse alors catégoriquement de devenir un simple objet marketing, et après l'aventure Starac, Olivia revient à ses racines et collabore avec des artistes indépendants, ce qui était très loin de la musique formatée qu'on voulait pour elle, et vous allez voir que ça va être un petit peu compliqué. Bah oui, parce qu'avec l'image que s'est donnée l'émission, les anciens candidats de la Starac n'étaient pas du tout perçus comme des artistes crédibles. Je suis un agitateur, un provocateur. Résultat, Olivia se prend beaucoup de vent, beaucoup de refus, mais elle ne lâche rien et finit par convaincre les artistes avec qui elle souhaite travailler. Elle prend le nom de scène Olivia Ruiz et sort en 2003 son premier album qui se vend tout de même à plus de 80 000 exemplaires et qui lui vaut surtout une nomination aux Victoires de la musique 2005. Et c'est durant cette même année 2005 que tout bascule pour elle. En fin d'année, elle sort son deuxième album, La Femme Chocolat, un disque plus léger, plus accessible que le premier, avec un single qui, au fil des mois, est de plus en plus diffusé en radio, au point d'être totalement adopté par le grand public. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Ce titre devient l'un des plus gros succès de l'année 2006, qui amène ce deuxième album à être numéro 1 des ventes avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Grâce à ce succès, Olivia Ruiz se détache définitivement de l'étiquette Starac, avec un univers singulier, assumé et respecté. Elle panique, elle panique, elle panique, elle panique, elle panique, elle panique. Aujourd'hui, Olivia Ruiz, elle a 46 ans, elle a 6 albums à son actif, de nombreuses collaborations marquantes, notamment avec Mathieu Malzieu du groupe Dionysos, 4 victoires de la musique, une carrière d'actrice, et depuis 2020, 2 romans à succès qui font d'elle une artiste solidement installée dans le paysage artistique français depuis plus de 20 ans. Et même si on lui a souvent reproché de vouloir s'éloigner de la Star Academy, en allant même insinuer parfois qu'elle crachait dans la soupe, elle a toujours reconnu que l'émission lui avait beaucoup apporté et qu'elle ne saurait pas où aller aujourd'hui sans la Starac. En revanche, ce qu'elle a toujours dénoncé, ce n'est pas l'émission en elle-même, ni l'aspect grand public, mais son fonctionnement et ses mécanismes qui n'ont pas toujours été très sains, à tel point qu'elle refusera pendant 23 ans de remettre les pieds sur le plateau. Il faudra attendre le retour de l'émission en 2022 sous un format différent, et les paroles de Nikos qui lui expliquera qu'aujourd'hui les codes sont totalement différents, que les choses ont changé et que les candidats sont peut-être mieux protégés aujourd'hui qu'à l'époque, pour qu'elle accepte enfin d'y revenir. On passe maintenant à la saison 3 de la Star Academy pour parler d'une candidate qui n'a pas non plus remporté l'émission, alors qu'elle en avait quand même largement les capacités. Une candidate qui a surtout subi le côté télé-réalité du programme, au point où, selon moi,
ça lui a coûté sa carrière musicale. Alors pour préparer cette vidéo et pour dire le moins de bêtises possible, j'ai regardé toutes les anciennes saisons de la Starac. Toutes. Alors oui, j'aime bien les trucs nostalgiques, c'est littéralement le nom de ma chaîne, mais c'était très long, et surtout, tout n'a pas très bien vieilli. Et si j'ai fait ça, c'est parce que la dernière fois que j'ai regardé les premières saisons, j'avais à peu près 8 ans, et que dans ma tête d'enfant, je trouvais que la personne dont on va parler tout de suite était une grande gueule, un peu dure, pas très sympa, et en revoyant les images avec ma tête d'adulte, j'ai compris à quel point la production et le fait d'avoir autant scénarisé ce programme a pu porter préjudice à cette talentueuse artiste qui s'appelle Sophia Essaidi. Comme dans toute émission de télé-réalité, les candidats se voient attribuer des rôles. On a la chouchoute, le beau gosse, le cancre, l'écorché vif, la victime, et parfois le méchant. Et durant cette 3e saison, ce rôle-là, c'est malheureusement Sophia qui va l'endosser. On est en 2003, Sophia a 19 ans, et après avoir vécu toute sa vie au Maroc, elle arrive à Paris dans le but de faire un doctorat en économie à Paris-Dauphine, tout en rêvant secrètement de faire carrière dans la danse ou le chant. Elle est passionnée de jazz, et lors des premiers primes de la Starac 3, Sophia est introduite comme une artiste extrêmement talentueuse, aussi à l'aise en danse qu'en chant. Elle impressionne les professeurs qui voient en elle un énorme potentiel. Elle fait des duos avec Sting, Elton John, Beyoncé, et d'ailleurs durant toute sa participation au programme, elle n'a jamais été nominée. Sur le plan artistique, tout va bien, mais une émission comme la Starac a besoin de narration, de tension, de rivalité. Il faut créer des histoires, et très rapidement, on va mettre en opposition deux candidates, d'un côté Sophia et de l'autre Elodie. Il faut savoir que ce mécanisme avait déjà été utilisé lors de la saison précédente en opposant Emma Domas et Nolwenn Leroy, et pour cette 3e saison, la production va réitérer ce procédé. D'un côté, on a Sophia, la brune qui est assez affirmée et sûre d'elle, qui est aussi mise en avant par les profs, surtout par Kamel Wally, et de l'autre côté, on a Elodie, la blonde qui est un petit peu plus fragile et un peu plus naïve, très sensible, qui pleure beaucoup, et qu'on présente comme quelqu'un qu'il faut protéger parce qu'elle galérait un petit peu plus que les autres. Je suis pas du tout en train de dire qu'Elodie Frégé était nulle, attention, c'est pas du tout le cas en plus. Et c'est là que le mécanisme de la production va être mis en place. Tout ce qui, chez Sophia, relève de la confiance en soi et de la détermination, va être progressivement monté comme de l'arrogance, parce que, on va parler français, une femme qui doute, qui s'excuse, qui se minimise, passe souvent mieux qu'une femme qui s'affirme et qui assume sa valeur. Sophia avouera plus tard qu'elle était en réalité très pudique, très exigeante avec elle-même, et là où on pouvait facilement voir d'autres candidats pleurer au confessionnal, elle qui refusait de montrer sa vulnérabilité, allait se cacher dans les buissons là où il n'y avait pas de caméra pour aller pleurer. Sauf que ça va complètement se retourner contre elle. Parce qu'à force de ne jamais montrer ses failles, l'émission va lui coller un personnage de machine de guerre, de femme hautaine, arrogante, et ce qui est encore plus terrible, c'est que ce mécanisme va être vachement accentué par une autre femme qui était dans ce programme, Raphaël Ricci. À l'époque, le personnage que l'émission lui attribue est celui de la prof autoritaire, dure, cassante, et j'insiste sur le mot personnage parce que Raphaël Ricci expliquera elle-même des années plus tard qu'elle a aussi un petit peu subi ce système et que ça lui a surtout valu des menaces de mort de la part de personnes qui ne comprenaient pas que c'était un rôle. En revoyant les épisodes, il y a une scène notamment où Raphaël Ricci fait une remarque très sèche, voire assez méchante à Sophia, qui, elle, ose lui répondre qu'elle n'est pas d'accord avec la manière dont les choses sont dites, et cette simple prise de parole va complètement se retourner contre elle. Tout un épisode de quotidienne, puis un long moment dans le prime suivant, où on ne parle que de ça. On la présente comme quelqu'un qui se croit au-dessus des autres, qui n'accepte pas la critique, et au fil des émissions, ça s'empire. La moindre petite chose de dite et qui a probablement duré juste 5 minutes dans une journée, fait l'objet d'une heure de quotidienne diffusée devant plus de 5 millions de téléspectateurs, qui vont à force de répétition naturellement croire que Sophia n'est pas gentille. Pascal Nègre dira dans son livre qui est sorti en 2010, que je vous conseille de lire si ça vous intéresse, parce qu'il dit pas mal d'infos qui sont très intéressantes, qu'au sein d'Universal, ils étaient persuadés dès la phase de casting que Sophia irait très loin et qu'ils avaient une pépite sous leurs yeux. Mais que malheureusement, Sophia a été tuée par la logique de la télé-réalité et que son talent a été éclipsé par les intrigues du château, jusqu'à se faire dépasser par l'élève sur lesquels il misait le moins, Elodie Frégé. Sophia est éliminée en demi-finale face à elle, et malheureusement, cette image scénarisée lui a collé à la peau pendant longtemps. C'est de la télévision. Mais quand même. Donc il y a des scénarios. Oui, Il y a des scénarios. On ne peut pas laisser 16 jeunes dans un château sans prévoir des choses, sans qu'il y ait un minimum de... Ça, c'est des choses que je ne savais pas à l'époque. Hein. Je l'ai su après. C'est difficile à vivre ou pas? Mais, alors, coup sur le moment, pas tant que ça parce qu'on s'en rend pas compte. Sur le moment, on est vraiment dedans. Après, quand on en sort, bien sûr. Moi, je me rappelle toute ma vie de ma mère qui, un jour, est venue en pleurant, en me disant « Mais
on montre une fille, je sais pas qui c'est pas toi. Quand j'ai découvert tout ça, quand je suis sortie du château et que j'ai découvert ce moment où ils ont switché, où ça a switché, où pendant 14 semaines, ou je sais pas combien de semaines, j'étais première et puis d'un coup je passe, j'ai vu, mais j'en ai pleuré, mais pendant des semaines. Des semaines en me disant mais c'est pas possible, je voyais des titres manipulatrices. Après justement c'est ce qui a été dur, c'est que j'ai passé toutes les années qui ont suivi à dire je vous jure je suis gentille parce que du coup ça m'avait donné une petite réputation quoi, forcément une fille dure qui se la raconte un peu, enfin je sais pas, on était dans ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue après la Starac et surtout pourquoi on n'a pas tant entendu parler d'elle au niveau musical? Tout d'abord elle a sorti un premier album à l'été 2005 mais malheureusement les ventes n'ont pas trop suivi. Elle a ensuite décroché un rôle au cinéma et c'est durant l'année 2008 qu'on va beaucoup entendre sa voix à la radio, parce que depuis 1 an et demi, elle préparait les castings d'une comédie musicale assez ambitieuse, Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, créée par son ancien prof de danse, Kamel Wally, qui lui avouera le soir de la première qu'en réalité cette comédie musicale n'a été créée uniquement que pour elle, et que tous ces castings c'était pour voir si elle était réellement motivée. Une femme d'aujourd'hui je suis d'ailleurs ici, une femme qui se dévoile et qui suit ses envies. Ce spectacle va être un énorme succès, une véritable renaissance pour Sophia, mais malgré cette réussite, la suite a été beaucoup plus compliquée. Elle tente de continuer dans la musique, de sortir des projets qui lui ressemblent, à base de jazz, mais elle avouera qu'elle n'a pas réussi à s'imposer face aux équipes avec qui elle travaillait, parce qu'elle n'était vue que comme un produit commercial, et cette période l'a fait profondément vaciller au point de tomber en dépression. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2023, elle dit « Le fond est artiste, mais la forme est produit. Je suis arrivée dans un système qui favorise plus l'efficacité que l'authenticité. Je sentais que j'avais des choses intérieures, sincères à livrer, mais ça n'intéressait personne. Progressivement, Sophia s'éloigne du monde de la musique. Elle fait alors un choix radical, celui de quitter l'industrie de la musique pour se consacrer uniquement à la comédie. Elle devient actrice, joue dans plusieurs téléfilms, puis au cinéma, et construit peu à peu une carrière solide jusqu'en 2018 où elle a enfin réussi à trouver un équilibre presque parfait entre tout ce qu'elle aime, la danse, le chant et le jeu. Elle décroche l'un des 2 premiers rôles dans la comédie musicale mondialement connue Chicago. Aujourd'hui, Sophia Essaydi a 41 ans, elle s'est construit une très belle carrière d'actrice, que ce soit à la télé ou au cinéma, et depuis toutes ces années, elle a toujours été plus ou moins présente médiatiquement, mais c'est vrai que je me suis demandé si la narration autour de l'émission avait été différente, est-ce que sa carrière musicale l'aurait été aussi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe maintenant à la 5e saison de la Star Academy pour parler d'une gagnante dont tout le monde se souvient, mais qui pour la première fois ne va pas avoir le même destin que ses prédécesseurs, Magali Vaillé. On est en 2005, elle a tout juste 18 ans, et elle est encore au lycée lorsqu'elle intègre la Star Academy. Et dès sa présentation lors du premier prime, le ton est donné. Magali raconte avoir énormément souffert d'harcèlement plus jeune, notamment à cause de son poids. On met en avant le fait qu'elle a une très belle voix, mais qu'elle doute de sa légitimité à être dans cette émission, à cause de son physique, et au fur et à mesure des émissions, tout ne va tourner qu'autour de ça. Je vous parlais tout à l'heure des rôles attribués aux candidats, celui de Magali paraît très évident, c'était celui de la victime. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'ai regardé tous les anciens épisodes et que ça a très mal vieilli les anciennes saisons, dans cette saison, son poids est traité comme un problème central, et on parle même d'handicap. Il y a quasiment aucun épisode sans qu'on y fasse allusion, tout est ramené à son physique et à sa fragilité. Et ce qui est assez frappant, c'est l'évolution du regard porté sur elle par les professeurs. Au début de l'émission, Magali reçoit énormément d'encouragement, les professeurs sont impressionnés par sa voix, la soutiennent, la valorisent, elle est l'une des chouchoutes, mais au fil des semaines, tout va s'inverser. En milieu de saison, elle devient soudainement, selon les profs, l'une des plus mauvaises élèves. Et on valorise beaucoup plus une autre élève, qui s'appelle Émilie, qui était très talentueuse au passage. Et petit à petit, Magali est de plus en plus critiquée, régulièrement nominée. Les extraits diffusés sur elle lors des primes et des quotidiennes sont à charge. Évidemment, avec du recul, je pense que c'était fait exprès dans le but qu'elle soit éliminée. Et en fait, c'était un peu lunaire parce que elle était tellement lisse, elle faisait tellement pas de vagues, que l'argument principal que les professeurs diront contre elle, c'est « Magali, elle est excellente, mais y a plus de surprise ». Plus tard, la famille de Magali expliquera qu'ils ont eu le sentiment qu'elle avait été choisie avant tout pour symboliser une forme d'ouverture d'esprit de l'émission, pour dire « Regardez, la Star Academy intègre tout le monde ». Selon eux, l'idée n'était pas forcément de la mener jusqu'à la victoire, mais plutôt de la placer dans un rôle bien précis, celui de la candidate qui suscite de l'empathie, la compassion du public, et ce que l'émission n'avait pas anticipé en revanche, c'est l'attachement massif du public à l'égard de Magali. Plus le corps professoral était dur avec elle, plus les téléspectateurs se transformaient
en espèce de justicier. À chaque nomination, il votait massivement pour elle, avec parfois des écarts de vote énormes face aux autres candidats, et peu à peu, le public ne votait même plus pour sa voix ou dans le but d'acheter ses futurs albums, mais juste pour venger Magali. Dans cette saison, le côté télé-réalité a clairement pris le dessus sur la musique, et on en oublierait presque qu'elle a chanté avec la marraine de l'émission, qui n'était autre que Mariah Carey. D'ailleurs, il y a un autre truc, quand j'ai regardé les épisodes de cette saison, il y avait une fille, je me disais, mais je connais sa tête. Bah, c'était la youtubeuse Jill, voilà, j'avais oublié qu'elle avait fait la Starac. Magali Vahe remporte la saison 5, Mariah Carey lui donnera le chèque en main propre, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après cette victoire ? Pourquoi elle a pas eu la même carrière que ses anciens collègues gagnants ? Parce que sur le papier, tout était pourtant réuni, elle avait la sympathie du public, une belle voix, une exposition énorme, ça aurait largement pu suffire pour que ça fonctionne. Et d'une certaine manière, ça a fonctionné, parce que Magali a été connue. En revanche, elle n'a pas été reconnue pour ses talents de chanteuse. Puis il faut aussi dire que médiatiquement, elle a pris très cher à sa sortie. Les journalistes étaient vraiment très durs avec elle. Elle a subi beaucoup de moqueries. Jérémy Hamelin, qui était finaliste à ses côtés, avouera plus tard que certains journalistes lui disaient « Alors, ça fait quoi d'avoir perdu face à la grosse ?» Et puis ensuite, je pense que le public n'a pas voté pour elle sur des critères musicaux. Dans ce genre d'émission, on vote avant tout en réaction à la narration de ce qui est montré à l'écran. Il y a certains candidats qui passent super bien la caméra, qui ont le caractère qui colle au scénario, même s'ils n'ont pas forcément un vrai projet artistique solide derrière. Et à l'inverse, d'autres ont beaucoup de talent, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans l'histoire de la narration, et s'ils n'arrivent pas à rentrer dans cette histoire, malheureusement, ils passent inaperçus. Si le storytelling construit autour de Magali et le nombre de téléspectateurs qu'il a réussi à rassembler chaque soir a clairement profité à TF1, je suis beaucoup moins sûr que ça ait profité à Universal. Pour TF1 et en démol, la Star Academy est avant tout un programme de divertissement. Il faut nourrir les quotidiennes et maintenir l'audience. Et à l'inverse, pour Universal, l'enjeu commence réellement après la finale. Il faut trouver un artiste crédible et qui est capable de s'installer dans le paysage musical. Et dans le cas de Magali, ce fossé a été déterminant. Universal a hérité d'une gagnante qui était aimée à la télévision, mais qui était coincée dans une image dont il était très difficile de s'extraire pour construire une carrière artistique solide. Résultat, son premier album ne se vend qu'à 33 000 exemplaires, ce qui était le plus faible score pour une gagnante depuis la création de l'émission. Magali expliquera cet échec par le manque de moyens mis pour l'accompagner, un répertoire qu'elle jugeait ringard et pas du tout adapté à son âge. On l'a orientée vers le producteur de Lara Fabian avec l'idée de la rapprocher musicalement d'une autre artiste de la même maison de disques, elle aussi issue d'un télécrochet concurrent, Chimène Badi. Et puis il y a un facteur qui est souvent oublié, mais à cette période on était en plein dans la crise du disque, ce qui explique l'écart énorme entre les ventes des premières saisons et celles des suivantes. À partir de la Starac 3, Universal ne dégage pratiquement plus de bénéfices avec l'émission, à cause des avances qui étaient trop élevées. Parce que oui, le million d'euros remporté par le candidat n'est pas un gain, mais une avance sur le contrat. Cette somme correspond à une avance qui est versée par la maison de disques sur les revenus futurs générés par l'artiste. On dit pas le mot remboursement parce que c'est pas une dette. On dit que cette avance est à recouper, c'est-à-dire que c'est une somme qui doit être compensée par les futures ventes du disque du gagnant. Et vous vous doutez bien qu'avec les 33 000 ventes de l'album, Magali Vahe n'a pas été rentable sur le projet et n'a pas pu recouper son avance. Universal lui a donc rendu son contrat. Vous me direz, bon bah tant pis, c'est pas grave, ça a pas marché, mais au moins elle a touché beaucoup d'argent. Eh bah non. En fait, c'était un gain imposable, donc elle a pas touché 1 million mais 500 000, ce qui est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, il lui reste plus rien de cette somme. Elle expliquera avoir totalement dilapidé cet argent. Alors oui, ça peut sembler fou d'imaginer qu'on puisse perdre 500 000 euros sans même investir dans quoi que ce soit, mais bon, Magali, elle avait 18 ans, et à cet âge-là, sans éducation financière et avec une aussi grosse somme qui arrive d'un coup sur ton compte, l'argent peut très vite brûler les doigts. Elle a avoué qu'elle était très mal entourée, qu'elle payait des cadeaux et voyages à tout le monde, et je pense qu'avec l'euphorie de la victoire, elle a pas forcément pensé long terme, surtout qu'à ce moment-là, les gagnants arrivaient à faire carrière derrière. Elle, c'est la première qui a pas réussi. Quand je dis carrière, je veux dire faire des bonnes ventes commerciales et être toujours plus ou moins présent à la télévision et à la radio. Et qu'est-ce que Magali Vahe est devenue depuis ça ? Elle fait toujours de la musique. À 39 ans, elle continue de monter sur scène, à sortir des chansons, par ses propres moyens. Elle s'est créée sa propre structure pour se produire un petit peu partout, dans des événements locaux, dans des campings. En fait, ça fait 20 ans qu'elle vit de sa passion, et lors de ses rares apparitions médiatiques, elle insiste sur le fait qu'elle n'a aucun regret. Que ça soit devant des millions de téléspectateurs ou devant 20 personnes, la finalité est la même pour elle. Elle est chanteuse, elle en vit, et c'est tout ce qui compte. Récemment, vous l'avez peut-être vu lors de la 200e de la Star Academy, enfin si vous vous êtes pas endormi avant, parce qu'ils l'ont fait passer après 1h du matin. Ajoutez à ça des commentaires pas très élégants sur sa saison de la part d'Alexia Laroche-Joubert qui a déclaré devant les anciens candidats qu'il n'y avait rien de particulier à retenir de cette année-là. Très sympa tout ça. Je vous propose maintenant qu'on parle d'un autre candidat qui a connu à peu près la même trajectoire que Magali Vahe, Cyril Sinelu.
Je vais être très honnête avec vous, je n'avais aucun souvenir de la saison 6 de la Star Academy, parce que je l'ai pas regardé. Alors pour autant, je savais qui était le gagnant, Cyril Sinélu, et comme beaucoup, je me suis demandé pourquoi, après sa victoire, on avait finalement si peu entendu parler de lui. Alors contrairement à ce que j'ai pu beaucoup voir, on dit souvent que les audiences ont baissé d'année en année, mais la saison 6, elle a autant marché que la saison 4 de Grégory Le Marchal et la saison 5 de Magali Vaé. Non, en fait, si on n'a pas trop entendu parler de lui après cette saison, c'est dû à une autre raison assez particulière qui n'a pas été trop mise en avant par les médias, et dont je vais vous parler tout de suite. Cyril a 19 ans lorsqu'il entre au château en 2006, il est d'origine martiniquaise, il étudie en licence d'anglais, et se fait rapidement remarquer par son côté extravagant et surtout par son timbre de voix très aigu. Une voix singulière qui lui a valu beaucoup de moqueries quand il était plus jeune. Et à mesure que la compétition avance, une mobilisation massive, presque militante, commence à se créer à plus de 6000 km de Paris, en Martinique. Pour comprendre cet engouement, il faut revenir quelques mois en arrière. La nouvelle star de cette saison est Christophe. En juin 2006, sur M6, a lieu la finale de la Nouvelle Star entre Christophe Willem et Dominique, qui deviendra plus tard Miss Dominique. Elle aussi est d'origine martiniquaise, et le problème, c'est que ce soir-là, les votes sont limités à la France métropolitaine. Les Dromcom ne peuvent pas voter, Christophe Willem remporte la finale, et plusieurs articles de presse évoquent alors une immense frustration locale en Martinique. Et quand 6 mois plus tard, les Martiniquais découvrent un autre candidat de chez eux sur une autre grande chaîne nationale, qui, semaine après semaine, montre l'étendue de son talent devant des millions de téléspectateurs, et bah très vite, la mobilisation s'intensifie. Et une radio locale qui mène une campagne active, il y a des jeux concours qui sont organisés pour gagner des voyages à Paris, il y a plein de t-shirts qui sont distribués, bref, Cyril devient un symbole pour les Martiniquais. Lors de la finale, il remporte l'émission, et ce soir-là, en Martinique, l'ambiance est décrite comme un soir de victoire de Coupe du Monde. Les médias écrivent que 20% des votes de la finale proviendraient de la Martinique et de la Guadeloupe. Après sa victoire, Cyril se rend en Martinique, où il est accueilli par un immense bain de foule dès son arrivée à l'aéroport, mais très vite, les choses se compliquent. Comme Magali avant lui, Cyril va être attaqué par une partie de la presse. Certains journalistes parlent d'une erreur de casting, affirment que d'autres candidats comme Cynthia ou la finaliste Dominique méritaient davantage de gagner. On le questionne aussi beaucoup sur sa sexualité, et surtout, Universal se retrouve dans une situation très délicate. Comme pour Magali, la maison de disques hérite d'un candidat qui était très populaire à la télévision, mais sans véritable vision artistique derrière. Et si dans les saisons précédentes, les gagnants sortaient leur premier single 3 à 6 mois après leur victoire, Cyril va devoir attendre un petit peu plus longtemps, 1 an. Et ses équipes finissent par lui avouer qu'elles ne savent pas quoi faire de lui, sur quel créneau le positionner. Résultat, Cyril gagne en décembre 2006, mais son premier single ne sort qu'1 an plus tard, en décembre 2007, alors que la saison 7 est déjà lancée et qu'on est à 2 semaines de la finale. Donc bien évidemment, le public était déjà passé à autre chose depuis longtemps, et son album va se vendre à seulement 1500 exemplaires en première semaine, ce qui était le pire score de toute l'histoire de la Starac. Et la suite est encore plus brutale parce que pendant 1 an et demi, Cyril va être bloqué par sa maison de disques. Encore une fois, on est en pleine crise du disque, il y a plein de labels qui ferment, il y en a d'autres qui fusionnent, et son directeur de label et de projet vont être virés sans qu'il en soit informé. Il confiera plus tard que les gagnants étaient liés contractuellement à Universal pendant 12 ans, et pour éviter de rester bloqué dans cette situation, il fait appel à un avocat spécialisé dans la rupture des contrats dans la musique. Après cet échec, Cyril reprend ses études et devient prof d'anglais. En 2010, il tente X Factor au Royaume-Uni, il passe plusieurs étapes avant d'être éliminé, et ce n'est qu'en 2019 qu'on le retrouve sur scène au Paradis Latin, aux côtés d'Iris Mittenard, dans une revue chorégraphiée par Kamel Wally. Kamel Wally, heureusement qu'il était là quand même, parce qu'il a aidé beaucoup de candidats après la Starac. Dans les interviews récentes que j'ai pu découvrir, Cyril Sinélu ne paraît pas amer de cette période, il ne regrette rien sur son parcours, si ce n'est une chose, comme beaucoup d'autres candidats n'ayant pas connu le succès commercial, il a été totalement invisibilisé par l'émission par la suite. C'est une bande d'hypocrites, et je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que pour les 20 ans, c'était joli, on nous a tous invités, c'était beau, c'était bien, c'était génial. Parce qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils aient la cohésion de la famille Starac pour pouvoir lancer une nouvelle émission. C'est tout. Donc moi, je l'ai fait, j'étais très content de le faire. Ensuite, moi, personnellement, j'en ai parlé avec Mathieu Vergne. J'ai dit, Mathieu, ça se fait vraiment pas ce que tu fais. Tu nous prends pour les 20 ans, tu nous redéposes là. À un moment, ça te fait douter de toi-même.
Ça te fait, J'adore te prendre parler. ça te fait J'adore te doute. prendre Oui, parler. oui. Et en fait, moi, ce que je déteste, c'est les gens dans les commentaires qui disent tu craches dans la soupe. En fait, non, en fait, vous n'êtes pas dans notre quotidien. Vous savez pas ce qu'on vit. Vous savez pas que. Et puis en plus, nous, on a de la chance d'avoir été quand même un petit peu emblématique en tant que gagnant. Jean-Luc, t'avais vraiment un beau parcours pendant l'émission. Donc en fait, il y a des icônes. Moi, j'ai plein de candidats de ma saison. Ils sont en dépression. Ils sont alcooliques. Wow. Il y en a plein qui sont dans des situations, mais horribles. D'ailleurs, son nom est pas mal revenu sur les réseaux lors de la finale de la saison 12 entre Ebony et Marine, quand la question du vote des Drumcom a refait surface. Comptabiliser les votes des Antillais. Inadmissible que les votes des Antillais ne soient pas comptabilisés. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu un lien entre la victoire de Cyril en 2006, dont une partie importante des votes provenait de la Martinique, et la situation qui s'est produite des années plus tard. Certains ont pensé que par crainte qu'Ebony ne soit majoritairement élue grâce au vote de la Guadeloupe, les votes des Antilles aient été bloqués. Officiellement, il n'y a rien qui affirme que ces deux événements étaient liés. TF1 a simplement évoqué des problèmes techniques qui provoquaient l'impossibilité de pouvoir faire voter les Drumcom, et au final ça s'est réglé parce que lors de la finale, ces votes ont finalement été ouverts. On passe maintenant au dernier artiste de cette vidéo et je vais pas vous mentir, j'ai longuement hésité à en faire une vidéo entière parce qu'il y a plein de choses à dire et vous allez voir que cet ancien candidat a eu un parcours long, très long avant de pouvoir être reconnu par le grand public. En 2007, il se faisait encore appeler Quentin Mosimann et il lui aura fallu près de 15 ans pour que sa carrière soit enfin, justement, reconnue. On est à la fin de l'année 2007, c'était une période très charnière dans l'histoire de la musique. D'un côté, on avait ça. Et de l'autre, on avait ça. Et ces deux univers vont justement se refléter lors de la finale de cette saison 7. Pour la première fois, la finale se fait entre deux garçons. D'un côté, on a Mathieu qui a une très belle voix, plutôt discret, qui est plutôt passionné par le R&B et le hip-hop. Et de l'autre côté, on a Quentin qui était full électro avec un look un petit peu improbable et excentrique. On se souvient de sa chaussure différente à chaque pied. Et c'est Quentin qui finit par remporter cette 7ème saison. Et contrairement au candidat dont on a parlé précédemment, lui, il devait pas du tout y participer à la Starac. Quentin est franco-suisse, il est passionné de musique depuis l'enfance, il joue de la batterie, du piano jazz dans les bars, il a une très belle voix, et il est aussi DJ. À l'été 2007, juste avant la Starac, il commence même à se faire un petit nom avec la sortie d'un premier single qui se retrouve diffusé sur Fun Radio, et qui va lui donner l'opportunité de pouvoir mixer au Pacha, l'une des boîtes de nuit les plus mythiques d'Ibiza. Et c'est là-bas, lors d'un set qui mélange à la fois le chant et les instruments live, que parmi le peu de personnes qui étaient présentes, il y a un mec qui vient le voir et qui lui dit: moi je suis casteur pour la Starac, ce que tu fais c'est génial, il faut que tu y participes. Et Quentin lui répond: non, hors de question. Pour lui, il est DJ techno underground et c'était hors de question de passer dans une émission de variéteuse sur TF1. Mais l'été se termine, l'argent commence à manquer, sa mère traverse des difficultés financières et Quentin finit par accepter la proposition. Il se dit: si je reste un petit peu, je peux me faire un petit peu de sous et pourquoi pas me faire quelques contacts pour ensuite commencer ma carrière de DJ. Et rien ne va se passer comme prévu. Il intègre le château, et petit à petit, il se prend au jeu. Il adore l'environnement, les cours, le fait d'apprendre, de chanter chaque semaine avec de grands artistes, et le public commence à avoir un vrai coup de cœur pour lui. Il est charismatique, il a une super belle voix, il finit par remporter l'émission et repart avec un chèque de 500 000 €. Oui, plus on avance dans l'émission, moins il y a de budget. D'ailleurs, il y a même une gagnante lors de la saison 9 qui n'a eu ni album ni chèque. À sa sortie de l'émission, Quentin sort un double album de reprises de chansons françaises, un disque jazz et un disque électro, produit notamment par Fred Rister, qui était le bras droit de David Guetta. L'album fonctionne bien, il part en tournée jusqu'à remplir l'Olympia en 2010, et à la fin du concert, il réunit toute son équipe et il leur dit: on arrête tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Quentin de la Starac a décidé de tout arrêter? Pourquoi il a changé de nom pour ne devenir que Mosimann? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé après tout ça pour qu'on entende si peu parler de lui et que ça ait mis au moins 15 ans pour que le public le reconnaisse enfin? Et bah déjà juste après cet Olympia, malgré tout le succès commercial qu'il avait, artistiquement, il n'était pas heureux. Il se sentait pas aligné, lui, il est à la fois musicien, DJ, chanteur, auteur-compositeur, mais il avait l'impression d'être enfermé dans une image d'interprète un peu mignon qui plaît à la ménagère et à sa fille qui l'ont suivi à la télé. Il a la sensation qu'il ne peut pas s'extraire de cette image, qu'on ne lui laisse pas exploiter tout ce qu'il sait faire, et durant ce concert à l'Olympia, il se dit: là, si je continue, ma carrière elle va être foutue. Je vais faire que des petites apparitions par-ci par-là à TF1, quelques tubes un petit peu commerciaux. Il se dit: non, on arrête tout, et je vais repartir à zéro. Son équipe forcément essaye de l'en dissuader,
en lui disant que c'est ce que t'es, tu n'es qu'un petit interprète et tu feras rien d'autre. Et puis dans tout ce bazar, Mosiman a quand même eu un peu de chance parce que y a qu'une seule personne qui a vraiment cru en ce projet de tout recommencer à zéro pour devenir DJ, et cette personne, elle s'appelle Maud Brooke. Je suis obligé de mentionner son nom dans cette vidéo parce que elle a une grosse importance dans la carrière de Mosiman, et aussi parce que leur histoire est très jolie, vous allez voir. Maud était une spectatrice de la Starac durant la saison de Quentin, et elle lui a envoyé des lettres pendant qu'il était au château. Et dès sa sortie de l'émission, la première personne qu'il a voulu voir, c'était elle. Ils sont devenus très proches, elle faisait ses études et il lui a dit non mais attends, je vais t'embaucher. Du coup elle a fait ses études en alternance avec Mosiman, et 18 ans plus tard, elle est sa manager, son associée, ils forment un binôme fraternel très solide, et je trouve que l'histoire elle est trop belle. Donc résultat, au moment où ils décident de tout quitter, ils sont plus que tous les deux. Et ils vont traverser pas mal d'années fantastiques, mais aussi pas mal d'années où ça va être un petit peu compliqué. Quentin redevient le DJ qu'il était avant la Starac, il part mixer à travers le monde, il continue de sortir des chansons, mais contrairement aux autres DJ de l'époque, au lieu de faire chanter des choristes sur ses titres, c'était lui-même qui chantait ses productions. Il fait des shows incroyables où on peut le voir chanter sur scène mais aussi jouer de plusieurs instruments. Il entre plusieurs fois dans le classement des meilleurs DJ internationaux, parfois même devant David Guetta ou DJ Snake, mais en France, la reconnaissance tarde. Moi j'ai pas mal suivi sa carrière depuis toutes ces années, et je peux vous assurer qu'en France, il y avait une grosse méconnaissance sur tout ce qu'il accomplissait dans sa carrière. Et puis surtout, c'était pas du tout la mode d'écouter du Mosiman à l'époque. Le public ne comprenait pas pourquoi l'ancien gagnant de la Star Academy était devenu DJ. Ici, on préfère les artistes qui rentrent dans une seule case, pas ceux qui en cumulent plusieurs. Et justement, en guise de clin d'œil, il sort en 2020 un EP intitulé Outside the Box, qu'on peut traduire par ce qui sort des sentiers battus. Et à cette occasion, il sort aussi un clip dans lequel on le voit se battre avec la version de lui-même de la Starac, et il en profite pour enterrer définitivement le nom Quentin Mosiman pour ne devenir que Mosiman. Il insiste là-dessus, sa manager aussi, désormais il faut plus l'appeler Quentin, faut juste l'appeler Mosiman. Et c'est justement à ce moment-là que sa carrière va commencer à décoller. Depuis toutes ces années, il composait et écrivait secrètement pour d'autres chanteurs, mais sous pseudo, parce qu'il y avait certains artistes qui ne voulaient pas que leur nom soit associé à celui d'un ancien candidat de la Starac, et surtout à celui de Mosiman, parce qu'ils le jugeaient trop ringard. Jusqu'au jour où Grand Corps Malade lui propose de travailler avec lui. Mosiman, presque par réflexe, lui dit « t'inquiète, moi j'ai un pseudo, on saura pas que c'est moi qui est derrière ton album ». Et Grand Corps Malade lui répond « non mais moi je veux pas que ça soit un pseudo, je veux ton vrai nom dans les crédits ». Et ce tout petit détail va avoir un tournant radical pour la suite, parce que l'album Mesdames de Grand Corps Malade va être certifié disque de diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus. The only, you are the only one, you are the only, yes you are, yes you are. Tout ce que Mosiman mettait à profit dans l'ombre durant ces 15 dernières années, qui n'était pas vraiment dans l'ombre, c'était juste que c'était pas du tout médiatisé, et tout d'un coup, ça va éclore. Et le fait d'avoir été compositeur sur l'album de Grand Corps Malade va lui donner la crédibilité que personne ne voulait lui donner depuis sa sortie de la Starac. J'avais proposé une chanson pour Louane des années avant, et le directeur artistique de Louane m'avait dit attends, ta chanson elle est très très bien, mais on va pas proposer une chanson de Mosiman à Louane. Okay. Il avait dit ça à mon éditeur à l'époque. Et l'histoire, la suite de l'histoire, elle est belle, c'est que j'ai eu la chance de composer un des plus gros tubes de Louane par la suite, qui était Derrière le brouillard avec Grand Corps Malade. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à se réveiller et se dire « Ah mais c'est le mec de la Starac lui, c'était Quentin Mosiman ». Il y en a d'autres aussi qui n'étaient pas du tout au courant de son parcours. Dans le chat pour Mosiman, époque Star Academy. Ah ouais, attends, tu sais ce qui est drôle ? T'as une histoire avec la Star Academy ? 3 fois rien. 3 fois rien. Tu sais ce qui est drôle ? C'est que... T'as quel âge ? J'ai 24. Il a 24 ans. C'est-à-dire que Michou, il sait pas que j'ai gagné la Starac. Non mais tu mens. J'ai gagné la Starac. T'as gagné la Starac. J'avais même reçu un commentaire sous une vidéo d'une personne qui me disait mais Mosiman et Quentin Mosiman c'est les mêmes personnes. Et je trouve ça fou parce qu'en fait pendant toutes ces années il a été un petit peu renié parce qu'il avait fait la Starac, et maintenant il est complètement détaché de l'émission. Et justement il a fallu attendre un petit regain de popularité pour que l'émission l'appelle et lui demande de composer les nouveaux hymnes des candidats. Et on en revient à ce que disait Cyril Sinelu tout à l'heure, c'est un petit peu dommage parce que malheureusement
La Starac ne te rappelle que si tu as un petit peu de lumière sur toi. Depuis 2 ans, la carrière de Mosimann a encore pris un autre tournant parce qu'il a créé un concept de format court qu'il diffuse sur TikTok et Insta, qui s'appelle Dream Track. C'est une série de vidéos dans laquelle il invite des artistes et des personnalités à décrire leur chanson idéale, qu'il compose ensuite en studio. Il montre les backstage et surtout ça permet de montrer à quel point il est fort tant dans la composition que dans la difficulté. Et puis surtout, ça totalise plus de 180 millions de vues, ce qui lui a donné une visibilité énorme au point où il a récemment rempli 2 zéniths alors qu'il a aucune chanson en radio. Il montre beaucoup son quotidien sur les réseaux, il a l'air d'avoir une vie à 1000 à l'heure, il dort pas beaucoup parce que maintenant il est aussi présent une fois par semaine sur France Inter où il récite des textes magnifiques avant de lancer un mix entre 2 artistes. Je peux pas diffuser les passages à cause des droits d'auteur, mais je vous mettrai en description mes préférés, ceux que je trouve vraiment les plus émouvants. Je trouve que c'est vraiment un artiste exceptionnel, je suis pas du tout neutre, voilà, mais je vous invite vraiment à aller découvrir tout ce qu'il fait parce que il est vraiment doué dans beaucoup de domaines. Je suis trop content pour lui qu'on le reconnaisse enfin à sa juste valeur. Et puis c'est surtout un très beau message de persévérance, il a attendu 15 ans avant qu'on se dise ok, lui c'est bon, on le valide. Et de ce que j'ai compris, son prochain challenge, ça serait de partir aux États-Unis pour faire son concept de Dream Track avec des artistes internationaux. Wow, que de chemin parcouru. Bravo à lui et bravo à Maud Brooke aussi. Donc voilà, moi je pense que si tu restes fidèle à ce que tu aimes, si t'es aligné avec ce que tu fais, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu finiras forcément par atteindre ton but. Les amis, on est sur la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que j'ai pas été trop long dans certains détails, sur certains points. Mais moi j'aime bien creuser un peu, j'aime bien qu'on comprenne vraiment pourquoi on n'entend plus parler de quelqu'un, parce que juste dire ça a pas marché, machin et tout, moi j'aime pas trop ça. J'aime bien savoir les causes exactes et puis comprendre un petit peu tous les facteurs qui ont pu provoquer un échec. Moi je sais pas, moi je trouve ça intéressant de creuser un petit peu plus et de mettre de la lumière sur des sujets dont personne parle. Et les amis, n'oubliez pas aussi que s'il y en a certains d'entre vous qui veulent prochainement créer leurs entreprises, vous pouvez le faire en quelques clics grâce à Legal Place et vous pouvez profiter de moins 15% grâce à mon code nostalgique15. À très bientôt.